19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Mes camarades du mercredi sont là. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir Pierre. Bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir Pierre. Et nous recevons l'essayiste, chroniqueur LCI, Valeurs Actuelles, auteur de Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres aux éditions Passé Composé. Bonsoir Louis Sarkozy. Bonsoir Monsieur de Villeneuve. Merci d'être avec nous. J'ignorais qu'il y avait autant de littérature autour de Napoléon. Même un livre de Plutarque qu'il gardait sous son bureau, à en croire un certain tableau que vous relatez dans votre livre. J'ignorais que autant de sources d'inspiration étaient puisées, notamment dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi dans Locke, dans Hobbes. Mais avant de parler de tout ça, vous qui, revenez tout juste des États-Unis, on vous voyait encore à la télévision il n'y a pas si longtemps commenter la présidentielle américaine. Il y a un message politique là, à la parution d'un livre sur un tel personnage politique ? Alors écoutez, il y a deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas écrire sur Napoléon Bonaparte sans parler de politique, c'est impossible. D'ailleurs, l'homme n'est pas un acteur politique de notre histoire française, il en est le créateur. Tout ce qui nous définit aujourd'hui, en vérité. Tout ce qu'il y avait avant Napoléon Bonaparte n'était pas politique ? Non, mais notre situation politique, notre échafaudage politique d'aujourd'hui tient en vérité largement à lui. Premier point. Deuxième point, non. Ce livre n'est pas un traité de campagne, une histoire que j'ai avec l'empereur, c'est pas ce que je recherche dans Napoléon, pas du tout. Vous avez le droit d'avoir une histoire avec l'empereur. Je sais, et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le livre a une seule vocation, historique, littéraire, un travail sérieux, quelque chose qui n'a rien à voir avec moi. D'ailleurs, il n'y a aucune mention de moi dans le livre, il n'y en a qu'une seule, qui est cachée dans les notes, et je laisse les lecteurs aller la trouver. Elle parle d'une petite anecdote, le fait que quand j'étais enfant et que je vivais encore au palais de l'Élysée, je jouais avec mes Legos dans la pièce qu'on appelle le salon d'hiver, et c'est là où Napoléon a signé son abdication. C'est la seule note personnelle que j'ai dans le livre, tout le reste n'est que histoire et littérature. Vous en aviez la conscience quand vous jouiez au Lego dans cette salle ? Vous avez expliqué ? Absolument aucune. Non, je me souviens qu'il y avait une lettre de l'empereur sur le bureau et je m'en foutais royalement, pardonnez-moi de l'expression, mais c'est la vérité. C'est d'ailleurs un des regrets impérialement de ma jeune vie, c'est d'avoir été trop jeune, peut-être comparé à mes frères qui, eux, connaissaient une vie avant la haute politique et pouvaient apprécier les ministères, le palais de l'Élysée, etc. Moi, non. Moi, je suis né dedans, c'est mes premiers souvenirs, j'entre en conscience place Beauvau, et donc je ne me rends pas compte de l'énormité de la chose, ceci viendra après. Quand on lit le passage sur le contrat social et sur l'histoire, d'ailleurs, vous relatez la vie de Rousseau schématiquement, mais en tout cas sur suffisamment de pages pour comprendre à quel point cet homme a été meurtri par la vie. Est-ce qu'il y a une sorte de transfiguration ou d'effet miroir sur Napoléon qui, du coup, est une source d'inspiration sur ce qui s'est passé après ? En tout cas, c'est ce que Bonaparte lui-même croyait. D'ailleurs, il se voyait comme le prochain Rousseau dans ses jeunes années. Il essaye de devenir écrivain. Comment est-ce que Rousseau est devenu connu ? Il rentre dans une compétition de rédaction. Bonaparte fait la même chose. Il écrit le Discours de Lyon, qui est une espèce d'horreur. C'est un petit peu, vous savez, la description d'Henry James quand il parle de guerre et paix. Il dit ce texte a un début, un milieu, une fin, mais pas forcément dans cet ordre. C'est un peu le Discours de Lyon de Napoléon qui essaye de copier Rousseau. Il écrit des nouvelles. Il se voit comme autant émotif que Jean-Jacques Rousseau, quelqu'un qui a été caractérisé à l'époque principalement par ses écrits romantiques et pas seulement sur sa philosophie politique. Bonaparte se voyait comme le continuateur de la tradition. Malheureusement, la médiocrité de ses productions littéraires et la révolution française qui naît sous ses yeux fait qu'il range à jamais la plume pour l'épée. On lui a rendu service, au fond. Pierre de Villeneuve a eu la très grande élégance de poser la première question sur l'objet et le sujet de votre livre, ce qui n'est pas la question la plus répandue dans votre tournée médiatique des derniers jours. Oui. Merci Olivier, je vous dois combien ? Pour autant, peut-on écrire sur Napoléon Bonaparte sans avoir la passion de la politique ? J'ai souvenir, j'ai déjà quelques années, de vous, il y a plus de 20 ans, il y a plus de 4 campagnes présidentielles. Bonne chance, mon papa. 20 ans après, la politique a beaucoup changé. L'image de l'Assemblée nationale aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ans. Beaucoup de journalistes vous questionnent, essayent de vous sonder sur votre appétit, votre appétence politique. Est-ce que la politique d'aujourd'hui ne vous rend pas le compagnonnage avec Napoléon Bonaparte de très grande qualité ? Oui, vous avez parfaitement raison. Parce que, en vérité,
enfin, c'est un peu une hypocrisie ce que je vais dire, parce que la célèbre phrase, c'est mieux de lire sur les grands hommes que de vivre sous eux. Et c'est parfaitement vrai sous Napoléon. Et souvent, on me pose la question, mais à votre avis, qui est le Napoléon d'aujourd'hui? Je dis, il n'y en a pas. Et Dieu merci, parce que si une telle figure devrait émerger, ça voudrait dire que notre situation serait absolument catastrophique. On peut dire la même chose pour Winston Churchill. Là, Winston Churchill est possible en Angleterre qu'avec la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. Un Napoléon Bonaparte n'existe qu'après l'explosion nucléaire que fut Churchill était la très Révolution contesté française. avant la guerre, d'ailleurs. Mais- C'est un personnage politique. Enfin, bon, c'est pas Cromwell non plus, Churchill. Oui. Hein, Non, attention. mais regardez, Oui. il y a le scandale avec le gold standard, il y a la crise de l'abdication, il y a Gallipoli, Oui. où il fait l'erreur monumentale, 1000 épisodes comme ça qui ont remis en question sa légitimité. Si Churchill meurt en 1937, c'est pas du tout la même histoire. C'est vraiment la catastrophe de la deuxième qui lui permet d'émerger comme une figure millénaire, devrais-je dire. Napoléon, c'est la même chose. Alors c'est vrai que dans l'histoire particulièrement, surtout chez Napoléon pour moi, mais tous les passionnés d'histoire, je pense que je n'apprends rien aux personnes autour de cette table, on y va aussi pour se réfugier. Et c'est un peu la même chose que Bonaparte faisait En dans tout sa cas, jeunesse. personne dans ce studio ne vous compare à Napoléon. Catherine Ney. C'est Non, dommage. mais- Louis Sarkozy. C'est dommage. Oui, mais avoir cette idée, Oui. c'était peut-être ancré en vous l'idée que, même encore aujourd'hui, je veux dire, un homme politique qui se respecte doit avoir de la culture, Oui. l'étaler un peu comme de la confiture sur du pain devant le public, et avoir lu des livres et écrit, si possible, des livres et montrer sa culture. Alors, est-ce que c'est l'origine, c'est Napoléon qui avait saisi lui aussi que pour que le peuple soit intéressé, il fallait qu'il y ait sous-jacent cette culture, la fécondation par des livres divers qui en faisaient l'homme qu'il est. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, vous me rappelez cette phrase de Churchill juste après la guerre. Il me semble que c'est en 46 ou 47. Il fait une tournée de conférences en Amérique du Nord et au Canada. Et il est pris à part par un jeune étudiant canadien qui lui demande un conseil. Et Churchill répond: étudie l'histoire, étudie l'histoire. Dans l'histoire se trouvent tous les secrets de la politique. Et vous dites que ça a changé beaucoup. Sûrement, les réseaux sociaux, l'arme nucléaire, il y a des changements. Mais en vérité, nous sommes les mêmes. Et c'est les humains qui font de la politique. Et qu'est-ce qui a profondément changé en 4 ou 5 siècles? Même moins qu'on pense, il me semble. Ouais, enfin, Churchill a eu quand même beaucoup de phrases et s'il y en a une qui peut, j'allais dire, schématiser, c'est le cas de le dire, la politique d'aujourd'hui, c'est que c'est sur les commissions. C'est-à-dire Oui. que il disait qu'est-ce qu'un dromadaire? Un cheval dessiné par une commission. Aujourd'hui, quand on voit les choses, on peut se. Il y a une chose, en tout cas un terme qui est revenu cette semaine beaucoup, parce qu'il a été prononcé, parce qu'il a été analysé, parce qu'il a été galvaudé. C'est islamophobe. Bruno Retailleau, dans un petit traité qu'il vient de publier, dit c'est un gaz incapacitant qui ne vous permet plus de critiquer l'islam et l'islam radical. Vous, dans votre livre, alors c'est pareil, ça fait partie aussi des choses qu'on n'est pas forcément au courant, c'est qu'il y a un lien entre l'islam et Napoléon Bonaparte. Absolument, et c'est un sujet fascinant avec d'ailleurs. le calife Sélim III. Mais bien sûr, mais plus profondément, le lien de Bonaparte à l'islam n'est pas avec les musulmans, mais c'est vraiment avec l'idéologie qu'est l'islam. C'est la campagne d'Égypte. Et c'est la campagne d'Égypte où Napoléon se dit 2 choses. Déjà, j'ai besoin de séduire les Égyptiens et donc les musulmans pour faciliter la création d'une colonie française. Premier point. D'où le dialogue que vous citez en page 171, notamment avec Mohamed et Bonaparte. Qui est absolument pharaonique, incroyable. ce dialogue où J'en dis pas Bonaparte... plus parce qu'il faut le lire. Et Bonaparte se prononce, se déclare l'arrière-petit-neveu du prophète. C'est ça, tout va bien. Et se fait d'ailleurs porter des turbans, et le staff entier de l'armée française, l'état-major, meurt de rire et le supplie de l'enlever, et il se fait appeler Ali Bonaparte. On est à des niveaux de dinguerie qui même pour lui quand même paraissent un petit peu pharaoniques. Ensuite, Donc tout cela a passé. Quand même. sur la philosophie politique de l'islam, il est vrai que Napoléon déjà avait une admiration pour le prophète, Mahomet. Il disait d'ailleurs qui parlait des Arabes avant lui. Voici un grand homme, un conquérant qui a élevé son peuple. Pour plaire à Bonaparte, il faut pas plus. Il faut être un chef de guerre, un chef politique. Opportunisme politique. Pas seulement, puisque quand il rencontre Goethe en 1807,
un des premiers sujets de conversation, c'est qu'il dit à Goethe, est-ce que vous avez vu ou lu la pièce de Voltaire qui s'appelait Mahomet, qu'on appelle aussi le fanatisme, où Voltaire critique très fortement le prophète islamique en disant que c'était un menteur qui empoisonnait ses suiveurs, ses followers, etc. Et Bonaparte dit, cette pièce est un scandale. Cette pièce est un scandale parce qu'elle a réduit un grand homme, elle a attaqué à travers Mahomet, Jésus, tous les prophètes, etc. Donc il avait une vraie appréciation pour l'islam comme philosophie. Il dit d'ailleurs, dans la Bible, il n'y a que de la morale. L'islam, c'est la politique. L'islam, c'est la guerre. L'islam, c'est l'économie. Donc il l'appréciait. Mais après, attention, chez Bonaparte, il n'y a qu'une seule religion. C'est la politique. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons? Qu'il aimait l'islam? Oui. Non, mais je pense il avait une vraie appréciation pour la foi en elle-même, pour la théologie, mais aussi parce qu'il se rendait compte de l'importance de l'instrumentalisation de cette foi pour le projet colonial. C'est quand même un homme, nous sommes en 1798, qui fait traduire le Coran et qui donne des versions traduites du Coran aux troupes françaises, qui dit aux troupes françaises, aux soldats français, respectez les imams et les mouftis comme nous avons respecté les prêtres et les rabbins d'Europe. Vous vous rendez compte de la modernité? Pour quelqu'un qu'on dit qui est un raciste, etc., c'est quand même exceptionnel. Voilà, donc ce grand cheikh local, membre du Grand Divan, nomme Bonaparte gendre de Mahomet sous le nom d'Ali Bonaparte, sous les yeux effarés des officiers français participant verre en main à cette surprenante cérémonie religieuse. Oui. Louis Sarkozy est notre invité dans Europe 1 Soir. Restez avec nous dans un instant, le rappel de l'actualité, et on revient tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine Ney, Olivier d'Artigol, nous recevons Louis Sarkozy pour son livre Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres aux éditions Passé Composé. Quel est dans le prolongement de ce qui vient d'être dit à la fois par Maël dans son flash d'information et sur justement cet épisode, j'allais dire, d'islam par Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce que vous pensez de la question de l'islam en France aujourd'hui? Vous avez un président de la République française qui reçoit un président syrien hautement contesté, controversé. Vous avez des relations entre Paris et Alger qui ne fonctionnent pas, avec Alger maintenant qui, après Boualem-Sansal, font un double mandat d'arrêt contre l'écrivain Kamel Daoud. Boualem-Sansal, des parlementaires de la France insoumise qui s'abstiennent pas, qui refusent de voter une résolution pour la libération de l'écrivain. Vous avez ces mêmes LFistes qui sont visés par un autre livre, La Meute, par deux journalistes du Monde et de Libération. Quel est votre point de vue sur, j'allais dire, tout ce que je viens de présenter et sur l'islam en France aujourd'hui? Alors, il faut faire très attention avec les analogies historiques, mais je dirais que la grande différence avec l'époque de Napoléon, c'est qu'il n'avait pas, lui, des éléments politiques dans son propre univers français, politique, qui, à ce point, menaçaient l'œuvre nationale. Enfin, ici, et notamment, je pense au vote de la France insoumise contre la libération de Boualem-Sansal, on se demande même si le titre d'un parti français n'est pas à remettre en question. Nous sommes à un niveau de scandale qui dépasse toute attente. Donc il faut supprimer la France insoumise? Non, absolument pas. Et si demain il y aurait une tentative de supprimer ce parti, je serais dans la rue pour essayer de l'empêcher. Qu'est-ce que vous dites? Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il faut les battre comme on bat comme on se bat contre tous les partis politiques, c'est-à-dire par les électeurs, en convainquant les gens. Et d'ailleurs, une chose que la droite n'a quasiment jamais fait, c'est d'essayer d'ouvrir son œuvre et son combat, notamment culturel, aux populations musulmanes, parce qu'il me semble que la cohabitation électorale entre une gauche transgenre, wokiste, relativiste sexuellement et le conservatisme musulman, c'est une immense faille dans leur muraille, une faille que la droite n'a quasiment jamais essayé d'exploiter. Olivier Je vous mets face à un choix, Louis Sarkozy. J'ai un dossier. Le premier, c'est l'actualité du débat historiographique concernant les spécialistes de Napoléon Bonaparte. Il y a toujours une actualité entre historiens et des querelles ou des disputes. Ou alors, de l'autre, je vous mets un dossier sur une revue complète concernant le traitement de la campagne interne LR entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Vous prenez quel dossier si vous avez une heure? Écoutez, sur le dossier, j'irai vers l'historiographie. Ah oui, sûr? L'historiographie, uniquement parce que l'histoire nous protège. Vous savez, parce qu'on sait comment l'histoire se termine. Et c'est beaucoup plus facile de choisir le vainqueur. Parce qu'on sait, justement. Non, alors vous avez rien à apprendre sur le débat interne LR? Non. J'ai énormément à apprendre, mais en vérité, je n'ai pas de candidat. Moi, je ne cache à personne que mon idéologie, c'est celle de la droite républicaine, c'est celle du centre-droit, ça l'a toujours été, et je ne me reconnais pas dans n'importe quel autre parti. Mais je ne suis pas un acteur politique, je ne suis pas encarté, et donc je n'ai pas de champion dans ce combat particulier.
Si vous aviez à vous présenter à des élections municipales, est-ce que cela passerait par l'adhésion à un parti? Écoutez, si j'avais à le faire, bien sûr que oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je ne suis pas candidat à une élection municipale, en tout cas pas encore. Et ça serait vous mentir que de dire. Ça serait vous mentir que de dire que je n'y réfléchis pas, qu'il n'y a pas eu des conversations à ce sujet. Vous pouvez pas vous raser, mais en tout cas, vous y réfléchissez. Je peux, mais je choisis de ne pas le faire. Oui, je vois. Il y a une subtilité intéressante d'ailleurs. Non, écoutez, je suis ici vraiment pour vendre mon livre. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point je suis honnête, une séquence littéraire réussite pour moi, serait très importante pour un éventuel atterrissage politique. Bien évidemment, j'ai besoin de vendre. C'est bien de le dire comme ça. J'ai besoin de montrer que le livre est sérieux et je veux surtout pas faire croire à vos auditeurs que ce livre est un tract ou une histoire personnelle ou c'est vraiment quelque chose d'historique et de littéraire. C'est sa seule vocation. Mais donc votre cheminement, ça serait de dire que on va voter pour plus facilement pour quelqu'un qui a écrit un livre sur Napoléon Bonaparte? Mais pas du tout. Écoutez, déjà, c'est la fameuse phrase de Christopher Hitchens, la plupart des gens ont un livre en eux et pour la majorité des cas, c'est là où le livre devrait rester. Donc je pense pas que ça soit quelque chose qui anoblit à ce point-là. Mais j'ai envie de montrer, il est vrai, que j'ai produit quelque chose de relativement sérieux sur un sujet. Moi aussi, j'ai été honnête et j'ai parlé de votre livre. Catherine. Oui, parce qu'on voit, vous avez eu beaucoup de lectures et de travail de recherche pour retrouver tous ces documents qui vous permettent de faire ce livre. Donc c'est un travail d'historien et de sources très très importantes. Mais là, vous voyez, j'ai acheté Point de vue aujourd'hui, qui est le livre des têtes couronnées, et je vous vois, et il y a marqué le retour de Louis Sarkozy. Oui. Et là, on a l'impression que vous étiez un souverain en exil qui revient en France pour faire don de sa personne à la France. J'espère tenir plus de 100 jours. Oui. Non, mais lorsque vous êtes né, je m'en souviens, vous voyez, et que votre père avait annoncé qu'il y avait un nouveau Sarkozy. Comment s'appelle-t-il? Louis. Et quelqu'un avait dit, mais Louis, c'est déjà la dynastie qui va... Voilà, c'est un long... C'est une prophétie. Alors pour les auditeurs qui ne puissent pas voir, Louis Sarkozy devient tout rouge, là. Je voulais vous demander, vous êtes revenu, on vous a vu d'abord sur LCI, il faut le dire, et puis très vite, alors peut-être vous avez écrit, mais vous vous êtes fait connaître, on a vu que vous aviez des connaissances historiques, et puis après une certaine subtilité politique, et là maintenant, est-ce que le fait d'être invité de gourmandise politique, mais est-ce que le fait on vous voit partout sur les radios concurrentes, sur des chaînes concurrentes, mais c'est mieux voilà, oui, d'accord, et est-ce que vous n'allez pas être le jouet d'un emballement que vous pourriez peut-être mal contrôler et qui pourrait faire accélérer les choses et peut-être aller trop vite en besogne. Enfin, on se dit toujours ça quand quelqu'un a votre âge et que il est déjà autant fêté. Alors, c'est dû à votre talent, c'est dû à votre nom. Et comment vous arrivez à dire, attention, je suis Louis et pas lui. Louis Sarkozy sur Europe 1. C'est à se demander si c'était un studio de radio, un cabinet de psychothérapie ici. Ça a toujours été on interprète chaque... Non, écoutez, alors, votre question, en vérité, c'est est-ce qu'il n'y a pas une surexposition un peu trop vite et qui peut mener au phénomène d'Icare qui vole trop près du soleil et qui se brûle? C'était très précisément la question. Et écoutez, déjà je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, c'est la première chose que je vous dirais. La deuxième, c'est que, et ça c'est pas forcément vrai que pour moi, je n'ai aucune leçon à donner à personne, je suis très jeune, je ne connais rien de la vie, tout ce que vous voulez. Mais quand il y a des opportunités, il faut les saisir. J'ai une opportunité de publier un livre. J'ai eu une opportunité d'aller sur LCI et d'être éditorialiste. Je suis chez Valeurs Actuelles, un papier que j'adore, et j'ai la chance de pouvoir écrire des chroniques là-bas. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Ne pas prendre l'opportunité? Dire que je vais aller trop vite? Si demain matin il y a une entrée en politique, qu'est-ce que je vais? Non, attention, faut faire attention, on va faire le calcul, l'équation des risques et des bénéfices. Mais à faire ça, on ne fait rien. On ne fait rien. Il faut faire tout ce qu'on peut faire. Et si ça marche, ça marche. Et si ça marche pas, on essaiera autre chose. Mais si on doit s'asseoir et sortir la grille de lecture et la fiche Excel et comprendre exactement quel est le meilleur atterrissage pour minimiser les risques, là on parle à un mathématicien et plus à quelqu'un qui écrit des livres ou qui veut faire de la politique. C'est pas vrai. Donc à chaque fois que j'ai une opportunité, en tout cas j'essaye de les prendre et de faire le mieux que je peux faire. Si ça va trop vite et si je me brûle, l'avenir nous le dira. Et pardonnez-moi cette question indiscrète, mais qu'en pense votre père? Écoutez... Il est fier. Il est très content que ma femme et moi, que nous sommes rentrés en France. Déjà, personnellement, premier point.
Deuxième point, je n'ai pas envie de vous dire qu'il est, on est en relation très proche, mais il n'est pas dans les choix stratégiques, le choix de la communication du livre, de l'angle. Il n'est pas du tout dans ces questions tactiques. Lui, ses conseils, et d'ailleurs c'est un peu son style paternel, d'être toujours présent quand il y a des problèmes, mais quand ça va, quand il y a une stratégie qui se met en place, de donner des conseils qui sont plutôt métaphysiques. Vous voyez, il écoute vos interventions médiatiques ou il se tient à distance? Après. Oui. Pas toutes et après. Et pas après. pendant. Oui. Pas pendant, parce que déjà il a d'autres choses à Donc là, il faire. n'écoute pas, par exemple. Non, je ne pense pas. C'est possible. pas, Fidèle auditeur d'Europe 1. Mais après, donc. Oui, parfois. Et vous en parlez? Bien sûr, on en parle. Il me demande comment ça s'est passé, mais comme tous les pères et Bien comme sûr. tous les fils, j'ai l'impression qu'on Oui, s'imagine bien une espèce de sûr. Non, on relation s'imagine rien. divine. Vous avez Vraiment, raison. pour le Vous avez coup, raison. Moi, je vraiment pardon si je déçois quelques-uns de vos auditeurs, mais notre relation est assez exceptionnelle par son amour et sa banalité. Enfin, c'est une relation de tous les pères aimants et de tous les fils attentionnés. C'est un peu comme ça que ça s'est toujours passé. À l'exception d'une chose qui est, je pense, très très, j'allais dire, singulière. C'est ce que vous avez dit l'autre jour à la télévision dans une émission. Vous avez dit que quand vous allez le voir, vous puisez de l'énergie, un peu comme quelqu'un qui se branche sur une batterie très très énergique. Et en fait, ça vous sert. Il a cette capacité, c'est vrai, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à l'avoir dit, et on disait ça aussi de Churchill, je le sais, c'est d'ailleurs de là où je puise la phrase, il a cette capacité à vous faire revibrer la colonne vertébrale. Surtout quand vous vous sentez un peu affaibli. Et puis il a, et c'est peut-être son plus grand talent, un espèce de travail de synthèse interne qui lui permet, dans n'importe quel sujet, dans n'importe quel problème, de se greffer sur le point essentiel. Et en fait, quand il nous met face à cette évidence, ça devient justement ça, une évidence. Mais pourquoi j'ai pas vu ça comme ça? En fait, c'est d'une simplicité étonnante. Donc là, effectivement, c'est vrai qu'il est extrêmement utile, mais il le fait presque malgré lui. Et d'ailleurs, il a cette relation avec beaucoup de personnes. Nous, comme ses fils, nous en profitons uniquement par une proximité plus importante. Mais il a eu cet effet, je le sais, chez plein de jeunes militants, chez des jeunes hommes et des femmes politiques, etc. La différence entre votre père et Churchill, c'est ce déjeuner entre George VI et Churchill quand le roi lui demande comment est-ce que vous faites pour avaler une bouteille de champagne par déjeuner. L'entraînement. Et Winston Churchill lui dit practice. Ouais. 19h42, nous sommes avec Louis Sarkozy. Vous pouvez gagner des places pour Roland Garros si ça vous intéresse. Du 19 mai au 8 juin, l'élite du tennis mondial vous donne rendez-vous en direct sur Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Prenez de l'avance toute cette semaine, vous jouez avec votre radio préférée pour tenter de gagner 2 places pour l'Opening Week, les épreuves de qualif du tournoi. Vous envoyez tennis par SMS 739 21 3 fois 75 centimes plus le coût d'un SMS. Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Journal. Europe 1 soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. L'essayiste, écrivain et pas encore candidat au municipal, Louis Sarkozy est avec nous pour son livre Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres aux éditions Passé Composé. Vous relatez la vie de Napoléon à travers les livres, mais pas que. À travers aussi des pensées de différents chefs de guerre, ou pas que, des prédicateurs. Il prend comme exemple, je cite, l'oraison funèbre de Turenne, prédicateur esprit fléchier, discours d'un général peut utiliser pour conduire ses soldats. Qu'est-ce qu'une armée? C'est un corps animé d'une infinité de passions différentes, qu'un homme habile fait mouvoir pour la défense de la patrie. C'est une troupe d'hommes armés qui suivent aveuglément les ordres d'un chef dont ils ne savent pas les intentions. Est-ce que c'est pas la politique d'aujourd'hui, ça? Non, et bien heureusement. Parce que dans un parti politique, il faut pouvoir tolérer un bon nombre de dissidences. Et c'est d'ailleurs le problème de la France insoumise. Voilà. Qu'une certaine gauche se revendique d'être un parti fondé sur l'horizontalité et qu'en vérité, ils ne sont que verticalité. Et c'est d'ailleurs l'hypocrisie même de la gauche. Et moi, je me pose la question si la durée de vie en politique de Monsieur Mélenchon n'a pas été fortement déjà écourtée, non seulement par les nombreux scandales qui populent en vérité son parti, mais aussi par ses dernières révélations. C'est ce que prédisent les 2 journalistes qui publient La Meute, Charlotte Delaïche et Olivier Perroux. Ça ne peut pas tenir. Sauf que dans un climat Olivier de grande d'Artigol. tempête politique, de grande crise, un climat incendiaire, il y a un phénomène qui a commencé, un processus de polarisation extrême. Dans ce processus de polarisation, Jean-Luc Mélenchon, qui est la connaissance de la présidentielle, de son alchimie, de son rythme, il peut très bien partir à 9-10,
et à aller beaucoup plus loin. Oui, mais je me demande C'est un scénario qui n'est pas totalement folklorique. Personne n'aime l'argent comme un communiste et personne n'aime gagner les élections comme un gauchiste. Non, mais il faut que je demande une augmentation ici. Si on se rend compte, si la gauche se rend compte que l'obstacle à une véritable union de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, je pense que tout ce que vous dites qui est très vrai va sauter immédiatement. Parce que s'il n'était pas là et s'ils avaient une figure relativement plus gauche centrale à la tête de cet énorme engin électoral qu'est le nouveau Front Populaire, la droite aurait vraiment du souci à se faire. Dans la présente... Elle ferait éruption dans les mois qui viennent, cette figure-là ? Je n'en ai pas la moindre idée, mais force est de constater que si cette éruption devrait se passer, les chances de la droite pour la prochaine présidentielle se verraient fortement affaiblies. Vous auriez pu aussi citer la phrase de Margaret Thatcher qui disait que le socialisme, c'était quand on avait fini de dépenser tout l'argent des autres. Oui, et très précisément, exactement. Ouais. Non, cette droite n'a pas cette même hypocrisie, et d'ailleurs on reproche historiquement à la droite justement le contraire, le fait de ne pas aimer les pauvres, de vouloir s'en débarrasser, d'être trop dur, de voir le monde avec des lunettes pas assez roses. Et je pense que ça, c'est une de nos fiertés, justement, de dire on voit le monde tel qu'il est et pas tel qu'il ne devrait être. Avec la sacro-sainte guerre des droites qui peut être relancée. Oui, mais ça, vous savez, moi, je pense que je suis la seule personne en France à dire que la guerre des chefs, c'est une très bonne chose pour la famille politique qu'est les Républicains. Pour une raison simple. Parce que la victoire d'un chef lui donne une chose, pas tangible, un concept assez nébuleux, mais que tout le monde reconnaît à une importance fondamentale, c'est la légitimité. Peut-être et quand quelqu'un gagne... Et sauf en 2012 où la droite a perdu par excès de vanité puisque tout le monde voulait y aller. Mais vous savez, les guerres de succession, ça a toujours été dans tous les régimes du monde entier, dans l'histoire humaine, que ça soit sur le continent africain, en Asie, en Europe, c'était la norme. Et je pense faut-il qu'il y ait un héritage. Oui, bien sûr. Mais entre la norme et la discipline, on pourrait quand même trouver un modus vivendi, Louis Sarkozy. Vous avez complètement raison, mais aujourd'hui, surtout dans notre époque surmédiatisée, où il y a une soit de envie et soif de sang et d'attention, où l'attention des gens justement est si courte, un vrai combat, idéologique bien sûr, peut fasciner les esprits. Sur la présidentielle américaine, certains penseurs dans le Parti démocrate réfléchissaient à la même chose quand la candidature de Joe Biden était en train de s'effondrer, et de ne pas le passer le flambeau à la candidate Kamala Harris qui était en vérité une mauvaise candidate, mais d'organiser une primaire qui aurait fasciné l'attention de la nation pendant quelques mois et qui aurait donné cette fameuse légitimité au candidat qui allait la gagner. Mais est-ce que les démocrates américains n'ont pas perdu aussi parce que il n'y en a pas un seul qui ne fait pas partie de l'establishment? C'est ça aussi les États-Unis, c'est-à-dire que les Américains, et notamment ceux de la Rose Belt, mais pas que, ne voulaient plus de l'establishment. C'est ce qui a d'ailleurs conduit à l'échec, selon moi, mais selon d'autres observateurs aussi, d'un représentant d'Hillary Clinton en 2016. Enfin, personne n'appartient plus à l'establishment qu'un milliardaire de Manhattan qui est né dans une penthouse en or et qui a eu assez d'argent pour survivre à 6 banqueroutes. Enfin, et d'ailleurs un des coups de génie de Donald Trump, c'était de donner qu'il ne fait pas partie de l'establishment. Et qu'il est l'homme des cols bleus et des travailleurs, alors qu'il est, mais presque le tragicomique de l'inverse. C'est-à-dire qu'il est l'incarnation même de ce que ces gens ne sont pas. Vous avez vu le film The Apprentice? Non. Vous devriez. Catherine Neve, vous vouliez interroger Louis Sarkozy. Oui, moi je pense, on parlait de Jean-Luc Mélenchon qui, par son caractère excessif, son dithyrambe, lorsqu'il parle de lui, ses excès, sa violence, je veux dire, ça effraie, mais à la fois Trump lui rend service, parce qu'on se dit, si on veut gagner, il faut être comme ça, il faut les abus, il faut choquer, et donc il fascine aussi, parce qu'aujourd'hui on voit bien que si on veut gagner une élection, il ne faut pas être un centriste qui attend la meilleure répartie pour la semaine suivante. Quoi. Il faut y aller. Qui propose des référendums. Au référendum. Au référendum, oui. C'est intéressant. Oui. C'est intéressant ce que vous venez de dire. Je pense que c'est vrai, mais à moitié. Parce qu'en vérité, la majorité silencieuse française, elle existe, mais ce n'est pas des radicaux. C'est des petites vieilles dames ou des petits vieux monsieur qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui sont pas si radicaux que ça, et qui votent relativement au centre droit ou au centre gauche. C'est ça la majorité du pays. Ça va peut-être changer demain, mais le succès continu du macronisme parle de cette vérité électorale qui est assez ancrée. Et d'ailleurs, on voit le plus jeune un électeur, le plus il est soit de droite, soit de gauche, radical. Et le plus vieux, généralement, le plus c'est le contraire. Mais donc, vous parlez des vieilles dames, mais il y a des jeunes aussi qui peuvent être au contraire fascinés par ces débordements intenses et avec toujours un orage sur le sourcil, toujours ça part de partout, de la fumée dans les oreilles. Et surtout des invectives contre tout le monde, de la méchanceté. Mais Catherine, dans notre pays, les jeunes, ils sont 12. Le français moyen a 48 ans.
Et la force électorale des classes plus âgées est dominante. Et d'ailleurs, plus les jeunes vieillissent, la génération de 68 n'a pas besoin d'entendre cela, elle le sait déjà, le plus ils se modèrent. Et donc en vérité, la radicalité politique est très utile quand on organise un discours avec 10 000 personnes, quand on fait une manifestation, parce que le militantisme fait qu'on peut se le permettre. Un vote interne chez LR. Olivier d'Artigol. Et effectivement, parce que je pense que le problème des Républicains, c'est d'être coincé entre ces deux bouts. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est d'avoir survécu à la guerre civile avec Monsieur Ciotti et d'être en quête d'identité. Mais en vérité, moi, je pense que ce parti est voué à survivre. Et d'ailleurs, le phénomène Bruno Retailleau montre, je pense, que la domination du Rassemblement national est peut-être plus faible que ce qu'on peut penser. Et que ça soit Monsieur Wauquiez ou Monsieur Retailleau qui récupère le flambeau, je pense pas du tout que ce parti est moribond. Vous pensez que la politique de Retailleau, son discours, enlève des voix au Rassemblement national, comme votre père avait enlevé beaucoup, piqué des voix au Front National. Mais bien sûr, et que force est de constater que Nicolas Sarkozy, en 2007 et en 2012, réduit le Rassemblement national à 9 ou 12 ou 13%. Quand la droite républicaine est forte, assume les sujets régaliens et aussi culturels, le Rassemblement national est fort. Et d'ailleurs, est faible plutôt, pardon. Je veux vraiment préciser ce point-là parce que moi, je dois vous avouer, je ne crois pas au cordon sanitaire, au fait que ce soit tous des fascistes. C'est pas ça l'opposition au Rassemblement national quand on vient de la droite républicaine. C'est le fait que électoralement, leur succès est inversement lié avec le nôtre. Merci beaucoup. Louis Sarkozy, Napoléon Bonaparte, c'est publié chez Passé Composé.